Bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre d'un responsable syndical de la Poste pour vous présenter la situation des agents de la Poste qui, depuis quelques années, sont vraiment dans la tourmente. Monsieur Verdier, bonjour. Bonjour, chérie. Pouvez-vous vous présenter à notre public? Eh bien évidemment. Je suis Monsieur Verdier Aka Florent Antoine, secrétaire général du SILAPSI. Il faut entendre par SILAPSI le syndicat libre des agents de la Poste de Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Depuis 2017, nous assistons à des grèves à répétition au niveau des agents de la Poste, alors que nous savons que de 2015 à 2016, il y a eu un plan de redressement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes pour payer les salaires? Ok. Il faudrait dire que moi, je suis rentré à la Poste en 2012. Et finalement, mon premier contrat a été signé en février 2013. En 2015, il y a eu un plan de redressement, bien évidemment, qui a été mis en place parce que le nombre était un peu trop pour supporter la masse et la pyramide était renversée. Alors, moi, j'ai rencontré le DG Konaté en son temps. Il m'a dit que la pyramide est renversée et que pour cela, même quand je faisais mon entrée à la Poste, il ne pouvait pas me prendre en tant que cadre, mais en tant qu'agent de maîtrise, vu que la pyramide était renversée. Alors, il s'en est suivi qu'à partir de 2015, le plan de redressement soit mis en place pour réduire la masse salariale ipso facto par la réduction du nombre de personnes. Donc, le personnel devait être réduit. Il a été en ce moment entamé des départs volontaires. Et jusqu'en 2016, M. Konaté est parti en juin 2016 avec les départs volontaires. Voilà ce que nous pouvons dire jusqu'au départ de M. Konaté. Mi-2016, le DG Isaac Nyamba-Yao, qui était DGA de Konaté, prend la tête de la Poste, continue les départs. Cette fois-ci, ce n'est pas des départs volontaires, mais c'est une forme de licenciement qui ne dit pas son nom, mais surtout, c'est des mises à la retraite anticipées. Alors, il a trié un certain nombre d'agents qui, je pense, entre griffes, ne lui plaisaient pas. Et finalement, il les a fait partir, puisqu'il faisait une mise à la retraite anticipée et un tri était fait. Les syndicalistes, ceux qui étaient accrochés à des syndicats avec qui il composait, ne sont pas partis. Et ceux qui n'avaient pas vraiment de syndicats solides ou qui n'étaient pas représentants dans des syndicats, eux, on les a mis à la retraite. Beaucoup en sont morts. Aujourd'hui, d'autres sont désœuvrés, sont carrément dépassés par la misère, parce que pour d'autres, c'était 5 ans avant d'aller à la retraite, 7 ans avant d'aller à la retraite. Et donc, pendant 5-7 ans, ceux-là n'ont pas pu toucher de pension, et bien évidemment. Et ce qu'on leur a donné en compensation pour partir, c'était vraiment dérisoire. Voilà. Ça ne pouvait pas couvrir le nombre d'années qui leur restait pour aller à la retraite. Voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé quant au plan de redressement. Oui, allez-y. À partir de 2017, puisque DG Isaac Nyamba-Yao prend la tête à partir de mi-2016, 2017, il embauche 200 personnes, alors que le plan de redressement n'était pas celui-là. Il embauche 200 personnes, donc... Il a travaillé contre le plan, recommandations bien sûr, du plan de redressement. Et ça fait qu'à partir de 2018, les salaires étaient difficiles à honorer. On était payé 1 mois sur 2, 1 mois sur 3. Quelquefois même, on avait 4 mois d'arrêt de salaire. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Et vraiment des choix qui, aujourd'hui, ont mis la Poste dans le gouffre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour payer les salaires. Oui, ces difficultés-là, c'est normal. Il y a un problème de gestion à la Poste. Et nous avons décrié ce problème de gestion. Nous avons dit la mauvaise gestion de la direction entraîne et la Poste et le postier dans la misère totale. Comment? Il ne s'est pas arrêté là en 2018 avec les 200 personnes qu'il a embauchées.
En fin 2018-2019, il embauche encore 200 personnes. Malgré qu'il Alors que déjà, il y avait des... Voilà, il n'arrivait même pas à supporter les salaires de ceux qui étaient là. 2019, il embauche encore 200 personnes. Hein? Oui, nous sommes partis comme ça jusqu'à atteindre de 520 personnes. Nous sommes passés à 1230 personnes. Ouh là là. Puisque quand M. Konaté, tout à fait normal. Voilà, qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation. Nous avons décrié cela. Il y a eu des compétences, franchement, avec son arrivée, il y a eu beaucoup de choses qui avaient commencé à bouger. On a vu de nouveaux véhicules, de nouveaux matériels de travail. Oui, parce que les gens se plaignent aussi des services de la poste. Oui, et ça, nous allons en venir. Comme nous sommes sur les déboires avec l'arrivée, ce qui avait permis. Donc, la Poste avait commencé à bouger avec les véhicules et le nouveau matériel et tout ça. Le seul problème justement, c'est le nombre de personnes. Les compétences de salariés, bien sûr, et les compétences qu'il y avait déjà dans la maison qu'on refuse d'utiliser pour aller chercher des compétences extérieures. Donc, débaucher des personnes avec des salaires faramineux pour finalement ne rien produire. Oh là là. Et voilà, la Poste est dans le gouffre. Mais si on s'était limité qu'à ça, parce que ces personnes compétentes qui sont entrées à la Poste, arrivé à un moment, ont vu que ce n'était pas possible, vu la mauvaise gestion que le DG avait mise en place. Donc, eux ont demandé à partir. Pour la majorité, ils ont démissionné. Pour la majorité, puisqu'ils avaient des compétences à revendre. Alors, c'est qu'on n'utilise pas les compétences, on désapprend. Bien sûr. Et donc, nous sommes arrivés à un stade où le DG s'est vu obligé de nommer des bénis oui-oui et de s'attacher les services des syndicats. Il y a combien de syndicats? Alors, à la Poste, officiellement, nous sommes 8 syndicats. Et il y en a combien qui luttent pour les patrons? Non, les 8, il faut dire que à l'arrivée du DG Isaac Nyamba Yao, il a demandé à des syndicats d'aller se greffer au Sinapostel. Il y a un syndicat, un vieux syndicat, voilà, d'aller se greffer, que c'est là-bas que lui, après, il pourra les nommer. Et ça s'est suivi, ça s'est ressenti. Sinapostel a absorbé d'autres syndicats. Voilà. Et puisqu'il s'était acheté les services du Sinapostel. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'au Sinapostel, tous les responsables syndicaux sont nommés. Ce qui n'est pas normal. Bien sûr. On ne peut pas être à la fois représentant des travailleurs et être dans le patronat. Voilà, c'est pas possible. Ils sont directeurs et pour certains, c'est même pas par mérite en plus. On peut être syndicaliste et méritant. La direction voit que tu as de la compétence et en ce moment on te nomme. Oui, mais quand on te nomme, tu laisses le syndicat. Tu peux laisser. Tu as été syndicaliste. Oui. Quand on te nomme, à partir du moment où tu passes du côté des patrons, tu laisses le syndicat à tes camarades. Bien sûr. Mais le problème à la Poste, c'est qu'ils ne laissent pas. Parce que c'est la condition sine qua non. Ça, tu ne peux pas bien lutter pour les autres. Mais c'est pas possible. À la Poste, ces syndicats-là ne luttent pas pour le personnel. Ils ne luttent pas pour leurs camarades. Ils luttent pour leurs propres intérêts. Donc, pendant qu'on nomme les autres, on vous renvoie. Nous allons arriver à ce point de ce renvoi-là qui est aujourd'hui un os, l'arête qui est dans la gorge du DG parce que c'est tout une situation de non-droit. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui est rentré avec le CAP menuiserie, qui est l'équivalent du BPC, est directeur régional. Oui, est directeur régional. Il rentre grade E, employé. Aujourd'hui, il est C3, cadre supérieur, sans jamais avoir un autre diplôme. Ils sont pleins. Vous avez même la DCR Extramuros, Madame Dia, je dis le nom, qui est aujourd'hui en train de faire une chasse aux sorcières. Mais tout ça, on va en venir Donc, quel est le bilan social de ce mauvais traitement salarial? Alors, si ce n'est que le mauvais traitement salarial, encore, on aurait pu envisager des solutions idoines. Mais imaginez-vous, les travailleurs sont prélevés aux différentes cotisations sociales, fiscales, et ce n'est pas reversé. Ça veut dire, moi, en travailleur de la Poste, on me prélève la CNPS. Et on ne reverse pas. On ne reverse pas ni la part salariale, ni la part patronale. Donc, c'est comme si on grugeait, pour dire un mot en grippe, on volait le travailleur. Voilà. Parce que là, si jamais il y a un accident de travail,
Il y a même un départ à la retraite. On a de ces cas. Aujourd'hui, on s'en va dans plus d'un an. Les prestations pour, comment on appelle ça, les prestations familiales, l'allocation familiale, ce n'est pas payé. Parce que la Poste ne reverse pas. C'est grave ça. Mais c'est tout un système qui est mis en place à la Poste pour tuer le travailleur, pour ruiner le travailleur et le mettre en état de servitude. Ça, il faut le dire. Le postier est devenu un esclave qui ne peut pas s'exprimer. Quand il veut s'exprimer, c'est des menaces. Non, la prison même là, c'est parce que, je vais en revenir, c'est des menaces de la direction. On a des vocaux, des trucs, des responsables qui menacent visiblement les travailleurs. Parce que le travailleur est allé en grève. Si tu fais la grève, c'est ton parent qui est venu me voir pour qu'on te mette, ainsi de suite. Comme si la personne ne fournissait pas la prestation pour laquelle elle a été embauchée. C'est ça. Alors, et puis la grève même, elle a des règles. Jusqu'à présent, quand vous faites la grève, vous respectez les procédures. Alors, il faut dire que le SILAPSI, depuis sa création, est le seul syndicat qui va valablement en grève. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, officiellement, on a nommé les autres, voilà, faire la grève. Officiellement, 6 syndicats, il n'y a qu'un seul. Je vais vous démontrer, vous dire que ces syndicats patronaux œuvrent pour tuer le travailleur lui-même. Nous avons 2 mois d'arrêt de salaire à la Poste et les autres syndicats disent qu'il n'y a pas le feu à la demeure. Peut-être qu'ils savent où ils prennent leur argent. Bon, je ne veux pas. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ce que je sais. Mais si tu souffres, tu ne peux pas parler comme ça, c'est clair. Les syndicats sont là, sont l'émanation de la masse, c'est-à-dire l'émanation des agents, pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Lorsqu'il y a même un seul mois d'arrêt de salaire, tous les syndicats devraient se lever pour s'opposer à cette direction qui évoque dans le non-droit. Mais là, il y a 2 mois et les autres, les 5 syndicats disent qu'il n'y a pas le feu à la demeure, que c'est normal pour eux à la limite. Mais pendant ce temps, le DG prend plus de 10 personnes et ils vont se promener à Berne, dans les fonds de la caisse de la Poste. Sous prétexte qu'il allait représenter le pays à l'UPU. Oui, il peut représenter le pays à l'UPU, mais quand on a des problèmes, est-ce qu'il faut aller à 10? C'est ça le problème. Ça, franchement, ce n'est que lui qui peut répondre. Ce n'est pas moi. Moi, ce que je sais, les travailleurs ont 2 mois d'arrêt de salaire, on vide les caisses de la société pour aller faire une promenade. Est-ce qu'on peut avoir un bilan social de ce problème de retard de salaire? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des... Quelles sont les conséquences? Si on commence maintenant, on ne va pas finir. Quelques grandes lignes. On a eu au moins 4 morts. Au moins 4 morts que nous avons connaissance. Vous avez une assurance maladie à la Poste? Oui, mais cette assurance, justement, la direction générale s'arroge un système, il crée une mutuelle et la Poste... Ah, c'est pas comme dans les autres entreprises où on prend une compagnie d'assurance. Voilà, avant on en avait ça, mais la Poste n'a pas payé, n'a pas reversé ce qu'elle devait reverser. Voilà, donc ces assurances-là, finalement, ont arrêté et la Poste elle-même s'auto-assure par le biais d'une mutuelle. Alors, il faut dire une chose. Cette mutuelle est dirigée par un retraité mis là par le directeur général à cause de leur système qu'ils ont mis en place. Et avec le directeur général, ils ont monté un coup où ils prélèvent sans autorisation du travailleur, ils font des ponctions sur le salaire du travailleur sans l'autorisation. Oui. Mais si c'est une mutuelle, ça veut dire qu'il y a des montants par catégorie. On devait s'en tenir à ça. Puis on fait des prélèvements en plus. Oui, bien sûr. La mutuelle, le travailleur est prélevé 12 000 francs par mois. Alors, la mutuelle et la direction font des business avec justement la BASI pour créer ce qu'ils appellent un fonds commun de placement. Ah, ça existe dans plusieurs entreprises. Mais le problème, le fonds commun de placement, là, il n'est pas obligatoire. Non. Il ne fait pas partie de mon contrat de travail. C'est sur la base d'un autre contrat qu'on signe. Hein. On n'oblige pas les travailleurs Mais si à la Poste, le DG, le président de la mutuelle, le DRH, le DFC, un matin, tu te lèves,
31 janvier 2021, ton salaire a été ponctionné de minimum 5 000. Pour le fonds de placement. Pour le fonds commun de placement. Et je m'oppose, justement, j'ai dit maintenant, il faut l'autorisation préalable du travailleur. Oui, on devait même faire une réunion, on vous explique l'intérêt de ce fonds de placement, et puis celui qui veut adhérer, il adhère. Mais ce fonds commun de placement n'a pas d'intérêt même pour le travailleur. Je vais vous expliquer tout simplement. Je vous donne un exemple simple, parce qu'il faut aller à l'essentiel. Aujourd'hui, à cette date-là où nous sommes, pour ceux qui ont été prélevés de 5 000, ça fait 235 000 à 240 000 francs qu'ils ont, qui ont été ponctionnés. Beaucoup ont demandé le remboursement. La direction et la mutuelle disent non, ils ne peuvent pas rembourser. Aïe. Oui, que c'est lorsque tu vas là à la retraite, on va te donner. Forcé. Donc on dit, mais même quand tu fais un compte bloqué à la banque, tu peux aller débloquer. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est une épargne. Mieux, je ne t'ai même pas demandé de prélever que tu as prélevé. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont demandé le remboursement et qu'ils ne veulent pas. Parce que c'est un business monté par le directeur général, le directeur financier, le DRH et le président de cette mutuelle-là. Aujourd'hui, nous sommes à ce carrefour. Mais pour le DRH, ce n'est pas trop ça qui me chagrine. Voilà quelqu'un qui est censé être à la retraite depuis et qu'on maintient, alors que tu n'arrives même pas à payer la masse. Mais c'est normal. Parce qu'il y a eu tellement de faux qui ont été faits à la poste. Lors d'une réunion, le directeur financier, qui est en même temps le coordonnateur du programme de relance de la poste, nous dit, si le DG a choisi un menuisier pour être DRH, lui, il n'a qu'à faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc, c'est dit que nous avons un menuisier à la tête des ressources humaines à la poste. Mais à la poste, ça, ce n'est pas pour clouer des tables bancs. Ce n'est pas pour scier du bois. Oui, pour chaque poste, il y a un profil. Il y a un profil. D'accord. On a un directeur des ressources humaines à la poste qui vient au bureau avec clou, marteau, scie, pointe, puisque c'est un menuisier. Mais je vais vous dire comment c'est un menuisier. Vous allez sauter de lui. La poste a un règlement intérieur que j'ai ici, que je vais vous sortir. Voilà. La poste de Côte d'Ivoire, règlement intérieur. Si vous pouvez zoomer, vous allez voir. C'est bon? Voilà. Dans ce règlement intérieur, nous avons 4 catégories d'employés. Nous avons 4 catégories d'employés. Les ouvriers qui sont O, les employés qui sont E, les agents de maîtrise qui sont M et les cadres qui sont C. Alors, nous avons vu des vertes et des pas mûres avec l'arrivée de cette direction. Surtout ce directeur des ressources humaines. Il est venu créer des catégories 1B qui n'existent pas dans le règlement intérieur. Et au cours du réunion, je lui pose la question, ça la sécurité où? Il ne peut pas parler. Et ainsi, ils ont grugé les travailleurs. Là, ils sont dans quel... Il n'y a pas. Et puis, ils ont 60 000 francs de base. Le salaire minimum à la poste en termes de base salariale, c'est de 120 000. C'est de 120 000 francs. Alors, quand ils te mettent dans ces catégories, ils te donnent 60 000 francs. Ils ont créé ça de toutes pièces qui ne figurent pas dans le règlement intérieur. Alors, ces travailleurs-là, je leur ai dit d'aller réclamer le différentiel. Mais ça encore, c'est le moindre mal. Il y a des gens qui sont classés en catégorie M2. M2, qui ont une base salariale de 218 000 francs par mois. Monsieur le DRH, monsieur le DG de la Poste, monsieur le DFC, monsieur le responsable juridique, leur donne 60 000 francs par mois au lieu de 218 000. Pendant 5 ans. Et moi, dès que j'ai appris ça, j'ai posé le problème. Je les ai convoqués à l'inspection du travail. On leur a dit de rétablir ces gens dans leurs droits.
Ils les ont rétablis en septembre 2022. Ils sont rentrés en 2017, en septembre 2022. Donc, le différentiel, mais justement, le différentiel du salaire, le DG, le DFC et le DRH s'arrogent. Et il ne veut pas que ces gens-là réclament. Nous avons des vocaux où la DRH, les travailleurs et les éléments, les responsables de la DRH, le responsable juridique, disent, mais on aurait dû leur faire signer des trucs où ils allaient renoncer à ça. Nous avons des vocaux et nous attendons. D'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais la Poste est infestée de problèmes. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le plan de restructuration déposé par le ministre Khalil Konaté à la primature, le financement de ce plan de restructuration fait 45 milliards. Oui. Ça, c'est de la bouche du ministre Khalil Konaté que nous l'avons entendu. Cependant, il nous dit en réunion, la Poste a une dette existante de 45 milliards. Donc, si tu veux aller à ce plan de restructuration, tu dois sortir 90 milliards pour la Poste. Alors, je lui réponds, monsieur le ministre, c'est normal. Quand vous avez un DG qui est là depuis 8 ans, et chaque année qui déclare un déficit de 5 milliards, en 8 ans, ça fait 40 milliards. Si on ajoute les poussières qui sont sur les 5 milliards, ça fait les 45 milliards. Vous cherchez la faute chez qui? Il déclare un déficit de 5 milliards par an. C'est grave. Sur 8 ans, ça fait les 45 milliards que vous cherchez. Mais je vais vous dire, le problème le plus criard à la Poste, c'est qu'on ne respecte même pas à la Poste, ces directeurs-là, les décisions du président de la République. Ah oui, ça c'est le plus grave. Mais justement. Parce que si on les respectait, ça aurait amoindri les choses. Mais il n'y a aucun respect même du président de la République. À plus forte raison, les décisions du président de la République. De quoi s'agit-il? En 2015, le président prend un décret de majoration des salaires. 9%. La Poste a droit, on occulte ça, cela. C'était les minima catégoriels. Bien sûr, on occulte ça, on ne donne pas aux postes. 2023, une révalorisation de 11%. On occulte, on ne donne pas. En langage simple, pour expliquer au public, c'est-à-dire chaque fois que le SMIC change, il y a des réunions qui sont faites avec les centrales syndicales pour définir l'augmentation de salaire et par secteur d'activité. Donc, chaque secteur d'activité a son pourcentage. Donc, ce qu'il explique là, ça veut dire que quand le SMIC est passé à 60 000, il y avait 9% appliqué. En 2015, ça n'a pas été appliqué. Après, quand le SMIC est passé à 75 000, il y avait 11%, ça n'a pas été appliqué. Et tout ça, ce n'est pas normal. Et pour dire, aujourd'hui, toutes les augmentations, le poste n'en a pas bénéficié. Nous sommes allés en grève. J'ai produit des courriers à l'attention de monsieur le Premier ministre qui a été touché, justement. Et le Premier ministre a donné instruction au ministère de tutelle de faire l'évaluation de 2015 à mai 2024 du stock des arriérés de cette majoration pour que lui, Premier ministre, donne les instructions pour que ce soit. Nous avons sauté de joie à la fin. Le programme était que ça devait commencer en juillet pour finir en décembre. Donc, ça allait être fractionné puisque le montant pouvait être lourd. Donc, ça a été fait. Disons, le Premier ministre a demandé que ce soit fait de façon concomitante avec les syndicats, mais ça a été fait plutôt entre le ministère et la direction. Ils ont donné des chiffres dont nous n'avons pas la véracité de ces chiffres. Et moi, personnellement, j'ai refusé alors de signer le PV de cette rencontre parce que n'ayant pas la véracité des chiffres qui sont mentionnés sur le site. Ils disent avoir transmis le document au Premier ministre et le Premier ministre est en train de travailler là-dessus pour pouvoir payer. Et l'année est en train de finir. La date limite qui a été donnée, c'est pour décembre 2024 pour le paiement. Mais ce montant-là n'est pas aussi minimum puisque quand nous avons calculé, pas quand nous avons calculé, le ministère et la direction nous ont présenté un montant de 3 milliards 23 millions.
que moi-même, selon mes estimations, était déjà ce montant-là excessif par rapport au mode et au principe de calcul qui était déjà faux à la base. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes et que c'est le SYLABSI véritablement qui porte les problèmes des travailleurs. Mais où est-ce que vous en êtes maintenant là? Qu'est-ce que vous faites pour entrer dans vos droits? Ok, moi personnellement ou bien le travailleur? Non, le syndicat. Ok. Pour aider les travailleurs à entrer dans leurs droits. Il faut dire que, comme je vous dis, la direction a décidé de baigner dans du non-droit. En temps et en contre-temps. Nous avons déposé en son temps 500, si j'ai bonne mémoire, 530 fiches d'adhésion au SYLABSI. Ils ont pris une partie, les autres, ils ont refusé de prendre. Donc, ils ne payent pas les cotisations syndicales. Non, ils ne prélèvent pas. Ils ne prélèvent pas. Donc, pour reverser, pour dire que ce qu'eux, ils ont pris, c'est et ça, c'est pour affaiblir le syndicat. Non seulement pour affaiblir le syndicat, parce qu'en le faisant, le syndicat devient majoritaire. Et donc, aux yeux de tous, nous sommes majoritaires. Mais c'est simple. Ils ont déchargé les fiches. Quand on fait un listing, on leur donne une décharge pour dire qu'ils ont reçu. Donc, les décharges sont là. Nous pouvons prouver à suffisance. Donc, voilà le gros du problème à la poste. Nous sommes allés en grève dernièrement. C'est une grève illimitée. Et quand nous avons croisé, plus ou moins, je ne veux pas dire ce que nous avons croisé, ils nous ont donné des conseils de faire ce qu'on appelle un cessez-le-feu, un repli stratégique. Ah, et donc la grève illimitée a été interrompue? Non, je n'ai ni levé ni suspendu le mot d'ordre de grève. Nous sommes toujours en grève, mais comme je dis, en temps de guerre, il y a un cessez-le-feu pour aller reprendre les cadavres, les blessés, les soigner pour que les gens puissent s'alimenter, pour rebondir de plus belle. Et c'est ça. Normalement, ce qui était prévu, c'était un rassemblement au plateau pour lundi. Et nous 18 novembre, là. Oui. C'est ce qui était prévu. Mais nous avons fait un repli stratégique sur conseil de certaines personnes qui me sont chères. Et je pense que la direction est en train d'œuvrer pour que finalement, le 18, nous puissions nous rassembler au plateau. Parce qu'à la suite de la grève, il y a des actes de répression qui sont en train d'être des représailles. Et nous attendons de voir le fin mot de l'histoire. Oui, en termes de représailles, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions de votre licenciement? Alors, là, c'est le non-droit visible et qui démontre simplement que le directeur général de la Poste n'a aucun respect même pour le président de la République. Je ne dis même pas pour les autorités. Le président de la République même, le directeur général n'a aucune considération. Au travers de ce développement que je vais faire, vous allez constater par vous-même. Alors, nous sommes à 3 mois d'aéré de salaire. Donc, en novembre. De quelle année? 2021. Ok. Donc, je lance une tournée nationale, je fais la tournée. Et quand je reviens, je constate que ça va de plus en plus mal. Nous rentrons en décembre et nous passons à 4 mois. Donc, je lance la grève, la révolution du bandeau rouge. Tout le monde va au travail avec un bandeau rouge là, pour marquer son mécontentement. Alors, le PCA, M. Wadia Issé, qui est le président du conseil régional d'Abangrou, me reçoit dans son bureau. Et il me dit, M. Verdier, je vous reçois, pour être que vous ne fassiez pas la grève. Je lui dis quels sont les motifs qui militent en cette faveur-là. Alors, il me dit, M. Verdier, je viens à peine d'être nommé, ça fait à peine quelques mois, comme PCA. Je vous demande de patienter 6 mois, je vais aplanir tout cela. Je lui ai demandé simplement, monsieur le PCA, je ne sais pas si c'est moi qui entends mal ou bien si vous-même vous ne vous entendez pas. Les gens qui ont déjà 3 mois d'aéré des salaires, vous leur demandez d'attendre encore 6 mois. Mais c'est les cadavres que vous allez ramasser, c'est les cadavres qui vont joncher les bureaux de la Poste. Ce n'est pas possible. Je dis, je vous demande de me faire confiance, attendez 6 mois. Je dis, ce n'est pas possible, je vais en grève. Qu'est-ce qu'on propose pour supporter d'attendre les 6 mois? Voilà ce qu'il propose. Il me propose, il me dit en suspens que lui, il est rancunier. Oui, que lui, Wadia Issé, il est rancunier de retenir ça.
C'est une menace. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, mon rôle, celui de secrétaire général, ici là-dessus, m'envoie à défendre le droit des travailleurs et non le droit du patronat, ou bien le vouloir du patronat. Les travailleurs souffrent. Si moi, en tant que responsable syndical, je ne peux les défendre, alors je dois quitter mon fauteuil de secrétaire général. Pour le moment, Dieu me donne encore la force de défendre. Donc la grève a été maintenue. En janvier 2022, nous avons fait une grève, à la suite de laquelle j'ai été renvoyé, bien évidemment, avec tous les autres syndicats en complice à l'inspection du travail. La direction a ramassé un bataclan de personnes qui ont milité, qui ont dit oui, il faut renvoyer Verdier, il faut renvoyer Verdier. Ils trouvent la quiétude de la poste, des travailleurs, et ceci et cela. Et finalement, j'ai été renvoyé. Alors, le 22, la décision de l'inspection du travail tombe, autorisant la direction générale à mettre en exécution son plan machiavélique de me renvoyer. C'est ce qui fut fait le même jour. Sans passer par l'inspection du travail. Si. Ah, okay. C'est l'inspection qui donne l'autorisation. Mais est-ce que l'inspection vous a auditionné d'abord? Bien sûr, avec justement des erreurs graves qui leur ont coûté après eux-mêmes de voir cette décision cassée. Justement, quand les trucs ne sont pas faits dans les normes et que justement par des moyens détournés, ça te rattrape. Voilà. Et c'est un peu pour paraphraser cette chanson de Koffi Olomide. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité par l'escalier finit toujours par rattraper. Et c'est là où la vérité a fini par rattraper le mensonge, parce qu'à la suite de là, j'ai déposé ce qu'on appelle un recours hiérarchique auprès du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a fait suite à ma recours en cassant la décision qui me renvoie. Alors, la loi dit, quand vous êtes à ce stade, il faut faire une demande de réintégration. Ce qui fut fait le même jour. Parce qu'on lui a donné l'autorisation de me renvoyer. Le même jour, il m'a renvoyé. Le même jour, ils ont cassé la décision. Le même jour, il a déposé des demandes. Et jusqu'à présent, pas de réponse. Mais je vais vous dire, c'est la loi qui le dit. La loi dit, à la suite de la demande de réintégration, la direction a 8 jours pour me réintégrer. À défaut, c'est considéré comme un licenciement à vie. Donc, comme 8 jours après ma part réintégrée, j'ai fait un courrier de plainte auprès de la même inspection, la même directrice qui a signé l'autorisation de renvoi pour qu'elle procède au calcul de mes droits. Et elle a calculé. Elle a évalué mes droits à 25 millions. Le DG dit, il ne paye pas. Aïe, qui a demandé son avis? Aïe. Justement, la loi. C'est la loi. Il n'a pas compris. C'est vrai, on peut être ignorant. Mais c'est pour ça qu'on a un responsable. On a des conseillers. On a des conseillers pour voir l'incidence de la loi sur nos actes. Alors, il refuse. Et il fait ce qu'on appelle un recours gracieux auprès du ministre qui a cassé la décision, lui demandant de revenir sur sa décision, ce que le ministre n'a pas fait. Normal. Mais je m'arrête là pour le moment pour que vous compreniez. À la suite du refus du ministre, qu'est-ce que le DG de la Poste fait? Il intente un recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir du ministre. Mais je vous assure, nous sommes actuellement au Conseil d'État pour excès de pouvoir du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais en cela, je vous dis que le DG de la Poste n'a aucune considération pour le président de la République. Parce que c'est lui qui a nommé le ministre. Justement. Et pour gérer, justement, pour revenir à cet aspect. Donc, pour revenir à cet aspect, vous voyez, c'est là. Le ministre ne se lève pas comme il veut pour aller s'asseoir dans le fauteuil du ministre. Il est nommé par décret. Donc, par décret, le président de la République lui arroge des pouvoirs pour gérer des situations. Donc, il se choisit des collaborateurs pour gérer cette situation. Quand le ministre prend la décision et qu'un directeur de société publique refuse de mettre en application des décisions d'un ministre, en réalité, il ne désobéit pas au ministre, mais au président de la République. Donc, actuellement, le dossier est au Conseil d'État. Le dossier est au Conseil d'État. D'accord.
Donc, finalement, où on en est? Avec mon dossier? Non, non, votre dossier il est au Conseil d'État. On attend que le Conseil d'État réagisse et on espère qu'ils vont réagir. Mais par rapport à la lutte pour les travailleurs, la grève illimitée a été suspendue. Non, elle est toujours d'actualité. Elle est d'actualité. Elle est ni suspendue ni levée. J'ai demandé seulement à mes syndiqués de retourner au travail. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, j'ai reçu des conseils des gens pour pouvoir faire ce qu'on appelle un cessez-le-feu, un repli stratégique, pour permettre aux éléments, aux travailleurs de se ressourcer, de gagner en force pour reprendre de plus belle. Donc, quel appel on peut lancer aux autorités par rapport à ce qui se passe? Alors, si vous deviez lancer un appel au président, au ministre, qu'est-ce que vous diriez? Alors, il faut dire que le premier que j'ai interpellé sur la situation fut le ministre Khalil Koulaté, qui est aujourd'hui ministre de la tutelle de la Poste. Je lui pose la question. En réunion, il nous reçoit. Monsieur le ministre, vous prenez une décision en tant que ministre et un directeur de société refuse d'exécuter. Qu'est-ce que vous faites? Il est resté bloqué, stoïque, il n'a pas pu répondre. Je dis, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Quand lorsque votre collègue, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, censé gérer l'emploi et la protection sociale, prend une décision que un ministre, un directeur, sous votre tutelle, ne met pas en application. Qu'est-ce que vous, ministre de la tutelle, vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire, si vous ne faites rien, demain, il faut accepter que n'importe quel directeur de société puisse vous tenir tête et refuser de mettre en application votre décision. Mais cette décision, en réalité, c'est vrai, elle émane du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mais en réalité, cette décision émane du président parce que le président qui l'a mis là pour prendre cette décision. Donc, on doit interpeller le président finalement. Mais bien sûr que nous avons fait des écrits à l'endroit du président de la République. Monsieur le président de la République, il y a problème à la Poste. Nous avons demandé un audit véritable de la Poste. Parce que nous pensons que des fonds et non des moyens sont distraits des comptes de la Poste. Et ça, nous pouvons donner des pistes et des éléments de réponse. Je vous donne 1, 2, 3 trucs. Aujourd'hui, on dit... On n'a pas... On n'a plus beaucoup de temps. Bon. Donc, lancer un appel au président de la République, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Monsieur le président de la République, la Poste et les postiers, justement, la Poste est comme une mère. Elle n'a que 2 seins et elle doit avoir du lait pour que tous les enfants puissent téter. Dans les différentes réunions, on dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est propriétaire de la Poste, donc censé assurer les salaires des travailleurs. La Poste souffre depuis longtemps. Et vous êtes, monsieur le président, cité en première ligne par cette direction générale, que c'est l'État qui refuse d'aider la Poste. Alors que nous voyons bien que des fonds sont distraits des caisses de la Poste. Nous posons toujours la question au directeur général. Les recettes de la Poste vont où? Monsieur le président, penchez-vous sérieusement sur le problème de la Poste. Beaucoup de non-droits, des renvoyés à tort, des gens qui meurent, qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Des pères de famille qui sont humiliés. Mais en longueur de journée, d'autres même qui ont dormi dans des églises parce que chassés de leur maison. Monsieur le président de la République, les travailleurs de la Poste vous demandent une seule chose, la régularité des salaires. La révalorisation salariale doit être assise sur leur salaire et le paiement des stocks. Aujourd'hui, à la Poste, tu es nommé, tu es glissé, pas parce que tu mérites, parce que tu es un béni oui, parce que tu es un lèche-cul ou un lèche-pote, comme on le dit. Monsieur le président de la République, la Poste a ses problèmes parce que tout simplement, les postes ne sont pas donnés aux méritants. Et la Poste continuera d'avoir ces problèmes si les méritants ne sont pas mis au poste. Pour pouvoir permettre à la Poste de sortir du coup. Voilà mon appel au monsieur le président de la République. Si vous m'entendez, monsieur le président, venez au secours de la Poste et des postes. Merci à vous. Merci, monsieur Verdier. Donc, citoyens, citoyennes, nous avons voulu vous exposer en long et en large les problèmes que les postiers ont. Il y a un problème de dialogue social entre l'administration et les syndicats. Il y a un problème d'application des décisions
on va dire, administrative. La direction et le ministère de tutelle refusent de discuter avec le SILAPSI. Voilà, pour rétablir le dialogue. C'est justement ça qui est le problème. C'est ça. Ils préfèrent, quand il y a une telle situation, inviter leurs syndicats patronaux, dire allez faire comme ça, produisez tel courrier comme ça, pour dire que la grève n'est pas nécessaire. Pourtant, nous tous, nos syndiqués souffrent de 2-3 mois d'aérés des salaires. Et vous trouvez qu'il n'y a pas de feu à la vie. Donc vraiment, il faut beaucoup de solidarité entre les travailleurs. Tout ce qu'on revendique, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, ce n'est pas bien d'accepter les divisions. Et ce n'est pas aussi normal qu'on soit cadre supérieur et qu'on soit responsable de syndicat. Ça, c'est vraiment incompatible. Donc, vraiment, c'est dans un esprit républicain que nous avons fait ce direct pour demander à la direction de la Poste de rétablir le dialogue avec les vrais syndicats pour régler les problèmes, pour trouver les vraies solutions afin que nous puissions avancer. À bientôt.